its origin and purpose still a total mystery. Intéressant par rapport à ça. Bien, donc nous allons enchaîner avec Laurent Jeunefort que je vais présenter un petit peu à tous les participants. Alors, Laurent est un écrivain, mais également scénariste. Donc, Laurent, si je dis des bêtises, hein, tu m'arrêtes, bien évidemment. Il a notamment fait partie, il a scénarisé un jeu pour Ubisoft. Il est aussi directeur d'une collection, alors que moi j'adore absolument, qui s'appelle Les Trésors de la SF chez Brajlon et qui réédite en fait, je dirais, des classiques donc du siècle dernier, du XXe siècle. Voilà. Et Laurent se consacre à la littérature de science-fiction et de fantasy depuis l'âge de 20 ans. C'est pour ça que je disais qu'il avait quand même commencé sa carrière en étant très jeune. C'est ça, Laurent? C'est ça, même si ce n'était pas une carrière, en fait. Non, non, mais je sais, mais tu vas nous Mais la expliquer. carrière est venue un peu un bouquin chassant l'autre, voilà. Voilà. Il est notamment le plus jeune auteur donc du Fleuve Noir et il écrira dans la collection Anticipation une vingtaine de romans de science-fiction relevant essentiellement du space opéra. On citera notamment un roman qui s'appelle Arago, qui a été illustré par Anki Bilal et qui a obtenu le Grand Prix de l'imaginaire en 1995, ou encore Les Chants de Félia, une intégrale de Planète Opéra qui a été récemment rééditée par les éditions Critiques. Alors, Laurent ne fait pas seulement ça. Laurent, il a également soutenu une thèse de doctorat donc en lettres modernes et en littérature comparée, ou c'était même de la littérature comparée, qui avait pour thème le livre univers. Je vous ai mis dans le chat le lien donc pour cette thèse. Moi, j'avais adoré la lire, alors peut-être parce que les œuvres évidemment qui étaient évoquées dans cette thèse sont des œuvres tout à fait passionnantes, avec notamment le très long cycle de Georges-Jean Arnaud qui s'appelle La Compagnie des Glaces, hein, qui est un ensemble de très nombreux romans. Voilà. C'est également, donc, il a bien sûr publié des nouvelles dans les grandes anthologies et dans les revues de science-fiction. Voilà, alors je vais passer peut-être un petit peu vite. Et alors surtout, il y a un cycle que je voulais vous signaler. Alors lorsqu'il a quitté le Fleuve Noir, en fait, Laurent a écrit le premier volet d'un livre univers de ce qu'il va appeler le cycle d'Aumale, qui vient d'être réédité donc chez De Noël. Et ce premier opus, notamment, a vraiment suscité l'enthousiasme de la critique. Rarement le début d'un roman de science-fiction n'aura été aussi conquérant, aussi époustouflant que celui d'Aumale, écrira Jacques Baudou dans Le Monde. Et ce cycle brillant compte aujourd'hui 4 romans et un recueil. Voilà, alors Laurent, c'est aussi un auteur de fantasy, et notamment 2 séries, la série À la Hête, qui compte de multiples nouvelles, des romans adultes et des romans de jeunesse, et le cycle Horde, qui est une trilogie de dark fantasy qui est apparu initialement chez Brajlon. Voilà, il a reçu en 2016 pour son roman L'Humaine le prix Rosny Aîné, mais également le Grand Prix de l'Imaginaire, donc la même année. Voilà, et donc, eh bien Laurent, alors je ne sais pas si, bon, tu n'as pas voulu faire carrière, peut-être carrière d'écrivain, mais du coup, est-ce que dans la vie civile, tu étais parti pour faire quoi? Parce que finalement, tu es quand même devenu écrivain. Comme Robert Heinlein, je ne savais rien faire. Donc, j'ai fait science-fiction, mais bon, avec pas le talent de Robert Heinlein, hélas, mais avec la même incapacité à faire autre chose, je pense. Non, j'aurais adoré faire de l'informatique, parce que j'étais absolument passionné par ça, en fait. À l'époque de la micro-informatique, quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Mais oui, j'étais passionné par la programmation. D'accord, j'adore je la note, j'adore ton expression. J'ai fait science-fiction, comme on Ouais. pourrait dire, j'ai fait médecine, par exemple, voilà, où j'ai fait des études de sciences. Bien, Laurent j'ai fait Voilà. science-fiction. Alors, faire, il faut se méfier des étymologies aussi, hein. Ouais, oui, je sais, mais c'est une belle, je trouve que c'est une belle expression quand même. Ok, alors Laurent, bon, tu nous as un petit peu parlé tout à l'heure, mais il n'empêche que je voudrais quand même que tu nous expliques un petit peu
même si tu nous as parlé évidemment beaucoup de, voilà, de la place de la fiction dans la création par rapport aux sciences. En fait, quand tu crées une œuvre, donc toi, tu es plutôt, je dis bien plutôt, hein, spécialiste de space opéra. Et pourquoi est-ce que tu es attiré en fait par le space opéra plutôt que par une autre forme de science-fiction, on peut dire de dystopie ou voilà, de Euh, science-fiction plus psychologique? par lâcheté, je pense. Euh, je trouve que la fiction spéculative, qui est l'autre grand pan de la science-fiction, je dirais, qui est la fiction spéculative, c'est quelque chose qui m'a toujours paru très difficile. En fait. Je trouve ça très difficile d'imaginer un futur qui soit relié au nôtre, que l'on puisse conceptualiser comme un futur possible. Dans le space op, il y a une vraie rupture en fait entre le monde contemporain et le monde du space opéra. C'est ailleurs et demain. Mais ça veut dire hors de aujourd'hui et ici, hors de ici et maintenant. Et en fait, cette espèce de barrière permet j'allais dire, de ne pas être comptable justement de la fiction qu'on va proposer et des pistes qu'on va développer et des thèmes qu'on va développer. On rentre quand même dans du conte quelque part, qui est moins évident avec la fiction spéculative, l'anticipation. Et pour moi, il m'a fallu presque 20 ans avant d'oser faire de l'anticipation et de la spéculative fiction. J'ai sauté le pas il y a une douzaine d'années, c'est tout. Voilà, donc c'est par peur déjà de ne pas être crédible, de ne pas offrir un futur crédible. Et donc, voilà. Donc, le space opéra permet vraiment cette espèce de rupture. Alors, pour le coup, ça nécessite de développer comment dire, une sorte d'appétence démiurgique pour la création enfin, c'est jamais ex nihilo, mais en tout cas à partir de zéro dans la fiction, d'un monde, d'un univers entier. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je préfère plutôt le roman que la nouvelle. Ça tient aussi du fait qu'il faut de la place. Il faut un peu comme dans une expérience, justement, on procède par essai-erreur. Et le monde fonctionne, la création du monde fonctionne comme ça. D'ailleurs, juste pour réagir avec le world building par rapport à ce que disait Jean-Claude Galli, je trouve que en fait, que la création d'une planète, au niveau du world building, moi, ma conception, elle est plutôt à la Dune. C'est-à-dire, elle est intéressante, la création d'un monde, elle est intéressante quand il y a un aspect gameplay, je dirais. Au sens où quand elle implique de challenger ce monde, de mettre au défi les limites de ce monde. Et souvent, c'est là où se nichent souvent les œuvres majeures, d'ailleurs, du genre, je trouve. C'est-à-dire que quand justement on teste les limites qu'on a soi-même créées. Et là, l'expérience, elle prend tout son sens. C'est un peu vague hein, ce que je dis, mais par exemple, dans Dune, c'est un univers de sable avec une écologie, qui est une écologie fragile. Et l'écologie va être mise à rude épreuve par les humains qui se sont installés sur cette planète. Donc les premiers humains vont respecter ce cycle, essayer de le mettre à profit. Et puis dans les tomes suivants, tout va déraper et le système va être finalement détruit. Et d'ailleurs, Arrakis passe par diverses phases, Rakis, et va finalement être vitrifiée et elle n'existera plus. Voilà. Et en fait, j'aime bien imaginer comme ça des mondes exotiques. Dans Une porte sur les terres, ce sont deux planètes qui sont à un point de Lagrange, justement, qui partagent la même orbite. Bon, j'ai pris des grandes libertés, hein, mais, puisque l'idée était autre, mais je me suis servi de cette espèce de système astronomique pour mettre en scène une plante qui est présente sur deux planètes et qui s'ensemencent l'une l'autre, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple de monde que j'aime bien faire.
J'y arrive pas toujours. Et c'est mieux quand c'est justement autre chose qu'un simple décor. Voilà. C'est bien quand un monde, quand un monde impacte complètement et se moule dans l'histoire et provoque l'histoire. Justement, Laurent, c'était ça l'idée avec Kiklos à la base. C'était pas juste, c'est pas parti d'une idée de se dire on va donner un décor réaliste. C'était de se dire une planète qui en fait a des saisons tellement marquées qu'elle a un océan polaire qui s'englace le reste, enfin à part pendant une petite période d'été et qui réapparaît de l'autre côté. Et qu'est-ce que la survie et qu'est-ce que l'évolution de la vie dans un monde comme ça? C'était ça l'idée, je pense, moi, quand je l'ai transmis, quand j'en ai parlé à JC et qu'il se l'est complètement approprié. Bien sûr, c'était ça l'idée, c'était d'avoir ce challenge, quelque chose qui est un obstacle. Et c'est ça que c'était cette camisole-là, justement. C'était ce challenge, c'était cet obstacle, ce défi qu'il fallait relever que je trouvais intéressant. Et alors, juste pour ouvrir une petite parenthèse, quand je parle des exoplanètes dans des conférences, etc., et que j'ai l'impression parfois de déblatérer sur des mondes un peu exotiques, j'essaie souvent de dire aux gens ou à des étudiants, de leur dire, par exemple, dans la galaxie, il y a une majorité de planètes tempérées, de planètes comme la Terre, qui n'ont pas d'obliquité, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de saison. Et si nous étions sur une planète qui n'a pas d'obliquité, je pense que nous serions incapables, ou alors ça paraîtrait complètement farfelu, d'imaginer les saisons, ou en tout cas comment la vie a été challengée par les saisons. C'est-à-dire imaginer des végétations qui perdent leurs feuilles pour envoyer leur sève dans les racines pour survivre à l'hiver, les hibernations, les grandes migrations. On ne se rend pas compte de l'exotisme du monde sur lequel on vit. Et réaliser ça, parfois, ça légitime à aller explorer des choses. Bon, c'était très trivial, hein, ce que je dis. Non, pas du tout. Ce challenge, je pense on en a besoin. Le monde réel ne nous l'offre pas si souvent. La SF, elle nous l'offre. Et en tant que créateur, j'imagine, ça doit être le pied absolu. Ah oui, moi déjà, je me dirais, avec un monde pareil, je me dirais, il n'y aurait plus de petits vieux qui disent il n'y a plus de saison. Parce qu'il n'y en aurait jamais eu, déjà. Oui, Émilie ? Laurent, tu disais donc, tu parlais du space opéra comme une narration qui est en rupture un petit peu par rapport à notre quotidien, au réel. Oui. Et du coup, tu comparais ça donc à la fiction spéculative. Mais qu'est-ce que tu penses par exemple d'une série comme, je crois que c'est Mars sur Netflix, qui mêle donc une narration dramatique avec une histoire vraiment prenante. Tu l'as vue, j'imagine, tu es un gros mangeur de séries, toi. Alors non, celle-là, je ne l'ai pas vue. Ah, bon, ok. Mais j'ai vu d'autres séries sur Mars. D'accord. Donc en fait, cette série qui s'appelle Mars, elle combine en fait une narration dramatique complètement fictive d'une exploration de Mars, mais très réaliste en fait. On peut imaginer que ça se passe dans 20 ou 30 ans par exemple, avec une incrustation en fait dans l'histoire de séquences de documentaires en fait, qui montrent un petit peu la vie dans des milieux extrêmes sur Terre, comment on pourrait évoluer. Donc, il y a un aspect un peu vraiment anticipation, je trouve, dans cette… Excuse-moi, tu parles de la série avec Elon Musk, non, dedans? Ouais, je crois qu'il est dedans, oui. Ah oui, alors oui, j'ai vu une partie du truc. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu à cheval entre le space opéra et l'anticipation, ce genre de fiction ou de… Pour moi, c'est pas du space op. Mais, okay. Parce que déjà, il y a la Terre dedans. Il n'y a pas cette rupture. Donc, pour moi, ça reste de l'anticipation. D'accord. En particulier. Mais bon, on peut chipoter 20 ans sur les définitions, hein, en réalité. Peut-être, Laurent, tu pourrais nous rappeler, pour tout le monde, donner ta définition en fait, du space opéra. Ce serait intéressant comme base. Moi, en fait, c'est juste une espèce de… Pour moi, hein, en fait, hein, parce que c'est juste une espèce de cadre. C'est ailleurs et demain. Voilà. C'est ailleurs et demain. Tu l'as dit tout à l'heure. OK. Voilà. Ouais. OK. Mais du coup, par exemple, ce qui exclut la série Mars, parce que la série Mars, c'est bien demain, mais ce n'est pas qu'ailleurs. C'est ici et ailleurs. C'est-à-dire sur Terre et sur Mars. Et dans le space op, il y a vraiment la notion de
coupure, je pense, avec le monde contemporain. Alors, moi, je trouve que, en fait, avant, la science-fiction, lorsqu'elle évoque, par exemple, on peut penser à Fondation, on peut penser à Star Wars, par exemple, on peut penser également ça y est, au cycle de Dan Simmons, aidez-moi, Hyperion, voilà, ça y est, ça me revient. On peut parler Hyperion, par exemple, et toutes ces œuvres qui nous présentent finalement un univers habité, conquis, selon les récits, mais qui est très très vaste en fait, et qui comprend parfois des systèmes de plusieurs centaines de planètes. Bien, quand je vois par exemple les astrophysiciens aujourd'hui, et notamment depuis que je vois les conférences en fait de Franck et puis de ses collègues qui nous proposent en fait une vision maintenant très élargie des exoplanètes, je trouve qu'il y a avant il y avait quand même une distance à peu près incommensurable entre la science-fiction et la réalité scientifique. Je trouve qu'aujourd'hui, cette distance est un petit peu amenuisée, même si évidemment, nous n'avons absolument pas les moyens techniques, notamment de transport, pour aller visiter en fait ces planètes. Mais on a quand même une recherche scientifique sur l'habitabilité de ces planètes. Et je prends vraiment je prends la définition du terme habitabilité telle que les collègues scientifiques, évidemment, l'utilisent. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que quand même, en ce moment, on a vraiment une réduction des distances entre finalement la science qui va se projeter dans ces planètes finalement à travers l'univers, puisque maintenant on est quand même un petit peu capable de les modéliser, et puis le space opéra. Voilà, donc Laurent. Oui, c'est vrai que la science n'hésite plus à spéculer. Je pense qu'elle avait une espèce de réserve à spéculer, en tout cas publiquement, qu'elle n'a plus aujourd'hui. Peut-être parce qu'il lui faut convaincre davantage qu'hier. C'est peut-être par une sorte de nécessité aussi. Alors que dans le même temps, l'ASF est devenue de plus en plus scientifique. Dans les années 50, pour faire une planète, je l'avais marqué quelque part, donc désolé que je me répète, mais dans les années 50, il suffisait, c'était Brian Aldiss qui disait ça, il suffisait de faire une planète avec de l'herbe bleue et puis ça marchait, quoi. Maintenant, il faut des écosystèmes entiers, il y a une exigence qui est beaucoup plus forte qu'avant. Pour faire monde, il faut être plus scientifique qu'on ne l'était à une époque, en tout cas si on se place d'un point de vue réaliste, parce qu'on peut être très proche de la fantaisie. Donc en fait, il y a une espèce de convergence. La SF est devenue de plus en plus, une certaine SF est devenue de plus en plus scientifique dans la création de ces mondes, et la science est devenue publiquement, j'allais dire, de plus en plus. Elle hésite moins à être ouvertement spéculative. Et je pense que cette espèce de convergence fait que. Et du coup, je pense que la différence, elle se fait au niveau du récit. C'est-à-dire que nous, on est franchement dans le récit, alors que la science, le récit, pour le coup, il est au service de la science. Quand il y en a un. Quand il y a un récit, il est au service de la science. C'est pour ça que Mars, effectivement, Émilie, tu as tout à fait mis le doigt sur cette espèce de frontière ténue entre, voilà, est-ce que Mars en tant que série est une vraie série de fiction, au sens de elle se suffit en tant que fiction, ou alors est-ce que c'est un objet de médiation pour la science? Voilà, je ne sais pas. Émilie ? Alors, je me demandais, moi aussi, si les évolutions récentes en sciences, la connaissance des exoplanètes, tout ça, qui est quand même maintenant, ça gagne vraiment tout le monde sait, en fait, le grand public est de plus en plus averti sur ces questions, et le développement, en fait, de l'exploration spatiale. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin, je dirais, entre guillemets, politique, de développer des mythes qui puissent s'ancrer dans notre réalité proche, en fait, pour pouvoir se projeter à partir de ce qu'on sait faire maintenant, dans un avenir où l'exploration spatiale est possible, c'est-à-dire donc en produisant des récits où on n'est plus dans l'ailleurs et demain,
mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est ce qui va se passer. Comme par exemple dans la série Mars. Et puis là, sur Netflix, il y a une série qui a fait pas mal de bruit aussi, c'est, comment ça s'appelle, Away, je crois. Je crois qu'on en a parlé sur Fan de SF, de Away. Donc, c'est vraiment des récits héroïques, en fait, qui mettent en scène des héros, des astronautes, qui sont vraiment des surhommes et des surfemmes, qui vont partir explorer le système solaire, les planètes proches, en fait, oui, Mars. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de créer des mythes contemporains, en fait, crédibles, en fait, pour alimenter, nourrir notre imaginaire, en fait, et donner une dynamique, en fait, à ces avancées, en fait, scientifiques. Obtenir des crédits aussi. Alors, Tout va être lié. Je pense que la SF, elle n'a aucune fonction, sinon celle de divertir. Je pense que là, pour le coup, on est dans un... Des fois, il y a des sortes de convergences d'intérêts. Et puis la SF, elle a peut-être aussi besoin d'une comment dire, pas d'une légitimité, mais on a vu qu'il y a eu un mouvement, on a vu qu'il y a une sorte de ressac entre la légitimité scientifique et la légitimité littéraire. On a vu combien des auteurs dans les années 50, 60, des auteurs de science-fiction ne voulaient pas qu'on dise que c'était de la science-fiction ce qu'ils faisaient, mais de la vraie littérature. Donc ils s'écartaient justement de ce... Voilà, et à l'inverse, on peut avoir des auteurs de hard science qui sont très attachés à une certaine reconnaissance de la qualité de la spéculation qu'il y a dedans. Donc il y a, je pense, mais là, je dirais, c'est la vie sociale. C'est la vie sociale du livre, j'allais dire, et de l'auteur qui rentre en jeu. Et ce qui fait que ça s'inscrit effectivement dans des courants civilisationnels ou sociétaux. Et là, pour le coup, clairement, Mars, Away, etc. Mais d'ailleurs, il y en a plein. Même des films, les films depuis 2000 à peu près, depuis la relance de la conquête de Mars, il y a eu une demi-douzaine de films américains sur la conquête martienne. Voilà, on est complètement dans cette démarche-là. Mais qui était celle de Heinlein faisant un film sur la conquête lunaire dans les années 50. Moi, je pense que si on parle de la conquête spatiale, de l'exploration spatiale, franchement, il n'y a pas besoin de la SF pour mobiliser les foules. Je veux dire, ça répond à de tels questionnements métaphysiques et fondamentaux que je ne pense pas que la SF apporte quoi que ce soit en tant que tel sur ces questions. Moi, je pense que si. Alors là, pour le coup, moi, je pense que c'est là, pour le coup, non, je ne suis pas d'accord. Parce que la force de la SF, c'est justement de ne pas réduire. Elle va transformer. Voilà, c'est ça de faire récit. La SF, elle fait récit. Et par exemple, dans le cadre de la conquête spatiale, un prospectiviste ou quelqu'un qui va faire qui va relater la conquête spatiale, il va faire de l'histoire, donc, et il va devoir s'en tenir au fait. L'ASF, c'est la seule médiation, je pense, capable de transformer un alunissage en Odyssée. Voilà. Donc avec la charge mythique si on prend la question de l'alunissage, je pense. Ouais, moi, je réagissais sur la question de lever des crédits. Je ne pense pas que la SF fasse lever des crédits, très honnêtement. C'était sur ce point-là. Et après, sur la notion d'Odyssée, rappelez-vous Armstrong mettant le pied sur la Lune. Je veux dire, il y avait la moitié de... Enfin, l'Odyssée, elle était là par le biais de l'information toute seule, pratiquement. Certes, mais est-ce qu'il y aurait eu autant d'implications, de demandes d'implication du public s'il n'y avait pas eu des images avant? Si les gens, ils n'avaient pas vu Frau Immande avant au cinéma, s'il n'y avait pas eu
des films montrant un alunissage bien avant. Il faut qu'il y ait une aspiration. Et l'aspiration, elle se fait par la culture. Moi, je pense qu'elle se fait par des questionnements fondamentaux que même des gens qui n'ont pas beaucoup de culture se posent. C'est-à-dire des questionnements fondamentaux qui concernent un public extrêmement vaste, extrêmement varié et extrêmement nombreux. Sommes-nous seuls dans l'univers? Il n'y a pas besoin d'être cultivé pour se poser cette question. Ouais, mais ce que va faire la SF, c'est qu'elle va mettre en récit la chose. Et c'est toute la différence. Et je pense que c'est essentiel. Nous sommes des êtres de récit. Et la science-fiction, elle fait ce que les mythologies faisaient, c'est-à-dire qu'elle peuple l'ailleurs. Elle peuple l'ailleurs et elle peuple l'inconnu. Et la SF, elle peuple l'ailleurs. L'ailleurs, c'est le futur. Hein. C'est l'ailleurs géographique et temporel d'humain. Elle va mettre de l'humain dans les étoiles, dans le passé lointain, dans le futur lointain. Voilà. Je pense que la clé, elle est là, de son intérêt pour ce dont on parle. Je ne dis pas que la SF est inutile, sinon je ne participerai pas à cette réunion. Non, mais je suis d'accord qu'il y a… évidemment. J'étais complètement d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que sa fonction était une fonction de divertissement. Oui, ça… Je suis complètement d'accord avec ça. Et ce n'est pas à ça que je réagissais. Mais sauf que le divertissement, comme le jeu, est un exercice, est un des exercices qui font de nous des êtres humains. Il est au cœur de l'humanité. Il n'y a pas d'humain sans jeu. Il n'y a pas d'humain sans spéculation, à mon avis. Voilà. Oui, je voulais juste intervenir à propos de la Lune, parce qu'en 2019, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Or, il est très clair que, et avec l'intervention de Guillaume Armand ce matin, que en fait, la science-fiction, elle se situe très exactement, je dirais, entre ce questionnement fondamental, ces grandes questions fondamentales, Antoine, dont vous parliez. Après, je ne suis pas forcément d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas être cultivé pour se poser ces questions-là. Je pense qu'il faut quand même avoir conscience, si vous voulez, du monde dans lequel on vit. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui tentent de survivre et qui n'ont pas forcément le temps de se poser ces questions fondamentales. Ou alors, ils se les posent d'une manière peut-être un petit peu, je dirais, pas primaire, mais on va dire pas forcément de façon développée, métaphysique, etc. Vous voyez, pour accéder, le problème pour accéder à ces questions-là. La qualité, c'est autre chose. C'est un autre débat. C'est complètement autre chose. Et on rentre à ce moment-là dans… Enfin, moi, je ne préférerais pas rentrer là-dedans, d'ailleurs. Hein. Non, tout à fait. Je ne parle pas de qualité. Je crois que c'est, si vous voulez, je fais très très vite le lien avec la notion de récit. Je crois que ces grandes questions fondamentales, ce sont des rêves. Par exemple, la Lune, ça a toujours été un rêve, je pense, parce que tout simplement, c'est l'astre que l'on voit, c'est l'astre que les hommes préhistoriques pouvaient toucher, presque toucher, vous voyez, avec leurs mains, de façon tout à fait imagée. Le voyage sur la Lune, ça fait très très longtemps que les hommes en rêvent. Depuis l'Antiquité, par exemple, bon, même si, comme l'a dit très bien Guillaume ce matin, vous voyez, on est parfois dans le récit de voyage, on est bien évidemment dans le divertissement, on est dans la parodie, mais il n'empêche que le rêve est là. Et le récit de science-fiction, qui pouvait être un récit, je dirais, plus ancré dans la mythologie auparavant, bien, petit à petit, plus on va s'avancer vers le 19e et le 20e siècle, bien, plus, évidemment, ce récit va devenir technologique, scientifique, précis. Par exemple, pour le voyage sur la Lune, il est clair que la rupture, elle se fait avec Jules Verne. Parce que Jules Verne va vraiment être un des premiers à poser des questions scientifiques fondamentales. Si on veut aller sur la Lune, il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments. Et plus, en fait, on va aller vers la réalisation plausible et scientifique du voyage donc, sur la Lune, et plus la science-fiction, finalement, va s'en détacher, parce que tout simplement,
justement, ce récit, cette question fondamentale de « nous allons pouvoir aller sur la Lune », eh bien, passe dans la réalité et devient en fait un objet de science. Mais le désir, et c'est là que je rejoins tout à fait ce que disait Laurent, le désir finalement de réaliser ce voyage sur la Lune, qui est quelque part aussi une ambition scientifique, eh bien, il est porté par le récit. Et pour Mars, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans la littérature, à partir du moment où la Lune est devenue une ambition scientifique plausible et quasiment réaliste, eh bien, la littérature s'est tournée vers Mars. Vous voyez, on était à peu près dans les années 40, 50, à partir du moment où on a commencé à théoriser finalement les moteurs de fusée qui pouvaient aller sur la Lune. Et là, vous voyez, aujourd'hui, eh bien, on est presque, je dirais, sur un projet évidemment très concret pour aller sur Mars. Et donc, la science-fiction va quitter finalement la planète Mars et elle va aller sur d'autres planètes et certainement sur les exoplanètes. Vous voyez, donc, il y a à chaque fois un espèce de tuilage ou un espèce de chevauchement du récit fictionnel qui porte finalement l'ambition et le rêve. Et puis, dès que le rêve devient réaliste, devient plausible, devient scientifique, donc devient réel et quitte la dimension du rêve, eh bien, on passe tout à fait à autre chose. Vous voyez, je pense que c'est dans la question, pardon, hein, je vais laisser la parole à Anne, Franck, mais je pense que la question, c'est de savoir qui est moteur de quoi. Ben, c'est-à-dire, est-ce que c'est le récit qui est moteur de l'ambition d'aller sur la Lune puis sur Mars, ou est-ce que le récit change? Est-ce que le récit change parce que le niveau technologique est tel que maintenant, aller sur la Lune a été fait, est devenu réaliste, et que aller sur Mars est réaliste. Donc, ce que vous décrivez, c'est effectivement un tuilage, une espèce de corrélation un peu décalée, mais ça ne dit pas qui est le moteur de quoi. Ben, le récit, de toute façon, le voyage sur la Lune existait avant que la science ne s'en empare. Vous voyez, la possibilité. La question, c'est est-ce que ce sont ces récits qui ont fait ou qui ont contribué de manière significative au fait que l'homme a été sur la Lune? Ou est-ce que c'est pas une cause complètement, ce ne sont pas des causes complètement différentes, le fait que c'était là ce que l'homme voyait, et que l'homme, de par les questions fondamentales que j'évoquais, a une très forte pulsion à explorer l'univers de toute façon pour répondre à des questions qui se posent. Est-ce qu'il je voudrais rebondir en tant que c'est Anne Dutré. Je voudrais rebondir sur ce que dit Antoine, et je suis 100% d'accord avec Antoine. Je crois que le problème de fond, effectivement, c'est cette propension à vouloir comprendre notre univers, et que cette question métaphysique, à la base, tout le monde la possède, et ça n'est pas un problème de culture. C'est un problème de capacité cognitive. Et je suis assez d'accord avec ça. Voilà, c'était mon petit point. Et du coup, Anne, par rapport au débat que nous avions sur les dernières, vous avez une position? Ça dépend sur quoi, parce qu'il y a eu tellement d'allers-retours qu'il faudrait peut-être préciser pour que je sois plus rigoureuse sur la réponse. Ben juste sur la dernière question que l'on se posait, c'est-à-dire par rapport à ce que disait donc Antoine, c'est-à-dire est-ce que finalement le moteur de la science, ce serait ces grandes questions fondamentales, ou est-ce que le récit, qui en est fait par la littérature et par la science-fiction, par l'anticipation, pourrait justement être un petit peu un récit a priori de cette envie scientifique ou de cette réalisation scientifique. Ça va, je suis assez claire? Je pense qu'à la base, je pense que justement, l'homme qui a marché sur la Lune, pour moi, ça n'est une très bonne illustration. Je n'ai pas du tout l'impression que c'est parce qu'il y avait des récits, des films d'alunissage que les gens se sont intéressés à ça. Moi, je devais avoir 5 ou 6 ans à l'époque, 5 ans peut-être. Et je vois autour de moi, je pense que ça répondait à un problème métaphysique que tout le monde se posait, de l'exploration. On a commencé à explorer. L'homme a conquis la planète en marchant. Ensuite, il l'a conquis par les airs, il l'a conquis par les mers, et maintenant, il va conquérir peut-être plus loin, c'est pas sûr qu'on y arrive, hein, par l'espace. Donc, je pense que c'est vraiment que l'homme est un marcheur, et je pense qu'à la base, il ne faut pas oublier ce point. Et je pense que tout découle de là, que ce soit le récit de fiction ou que ce soit le besoin scientifique de comprendre. Alors, je crois qu'il y avait Guillaume, et puis après Franck. Guillaume?
Guillaume, tu n'as pas mis le micro. Sans vouloir, pardon. Hein. Alors, je vais mettre un tout petit peu les pieds dans le plat, mais avec beaucoup de respect pour tout le monde, puisque j'adore vous écouter depuis tout à l'heure. J'essaie de corriger des copies, je n'y arrive pas tellement vous êtes intéressant. Mais sur cette question de demander si c'est le récit ou le questionnement métaphysique ou au-delà, dès qu'il y a questionnement métaphysique, il y a récit. Et le lien tout à l'heure qui a été fait avec les mythologies, c'est bien cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ce soit le récit sur la Lune qui amène à aller sur la Lune. Les choses sont concomitantes. Dès qu'il y a un questionnement, il est traduit dans les premières civilisations par un récit, qui soit mythologique, épique ou autre. Le questionnement sur la Lune, effectivement, dans l'Antiquité, on a un questionnement assez fort sur la Lune, c'est l'astre le plus proche, c'est celui sur lequel on s'interroge. Maintenant, je crois que dans l'intérêt, dans l'évolution de la littérature, les premiers voyages vont d'abord vers la Lune. 17e, on suggère déjà des voyages vers les autres astres du système solaire. 18e, il y en a de plus en plus, il commence à y avoir des voyages concrets d'ailleurs, Mars, par des Allemands aussi, il n'y a pas que des Français, vers Mars, Mercure et autres. Et donc, ça n'a pas épuisé le sujet, loin de là. En revanche, il y a peut-être un élément qui est intéressant, c'est que on va se désintéresser littérairement, progressivement de la Lune aussi quand on va comprendre, non pas qu'elle est accessible, mais qu'il n'y a certainement pas d'habitants. Idem pour Mars. C'est-à-dire que c'est une autre étape. Et d'ailleurs, Jules Verne, pour ça, est génial, parce que Jules Verne, c'est le premier récit qui va vers la Lune, mais qui n'y arrive pas. Il tourne autour. Donc ça, c'est extraordinaire comme idée, c'est brillantissime. Comme ça lui évite d'inventer n'importe quoi et de tomber dans une fantaisie excessive. Mais à partir du moment où c'est pas le moment où on arrive sur la Lune, on ne veut plus y aller, c'est qu'à partir du moment où scientifiquement on sait qu'il n'y a vraiment, probablement pas du tout de vie, qu'on commence à s'en détacher. Mars, il y a eu plusieurs effets récemment qui étaient intéressants, en tout cas pour des ignorants comme moi de l'astrophysique, c'est qu'on s'était détaché de Mars pendant un temps, il n'y avait plus de Martiens, ou alors dans des parodies Mars Attacks ou autres, et puis il y a eu de nouveau un questionnement, on y aurait peut-être de l'eau sur Mars. Et là, de nouveau, on a revu des fictions qui remettaient, en tout cas hollywoodiennes, donc là où il y a de l'argent, qui remettaient Mars un petit peu plus sur le devant de la scène. Et donc, c'est à partir du moment où il y a quand même un lien toujours entre un retour de questionnement, de savoir ce qu'on va trouver, et si on ne va rien trouver, il n'y a pas de récit intéressant. Donc, c'est toujours un lien entre un récit qui va combler un vide et un questionnement qui est, comme il disait récemment, vite répondu. Pense-t-on? Je ne sais pas si c'était éclairant. Je prenais juste la parole pour différentes choses. D'abord, pour faire le point sur l'heure. Alors, on est complètement libre cet après-midi et on peut continuer d'interagir avec Laurent et tout le monde, puisqu'on avait normalement maintenant une pause et ensuite on avait Renaud qui devait venir, mais il n'est pas là. Donc, finalement, on est tout à fait libre de continuer à discuter et de discuter aussi en allant petit à petit vers ce que l'on voudrait discuter les prochaines fois. J'avais aussi envie juste d'intervenir sur plusieurs points. D'abord, effectivement, il me semble un peu vain de chercher une relation de cause à effet dans quelque chose qui est une ébullition aussi mondiale, aussi collective sur des questions profondes. C'est-à-dire que ça va donner des recherches scientifiques, ça va donner des récits fictionnels, ça va donner des discussions, ça va donner des mélanges des deux, et il est difficile souvent de dire qu'est-ce qui est à l'origine de quoi. Ce qui nous intéresse, nous, dans le projet, dans Origins, c'est de savoir comment tout ça communique. J'ai beaucoup aimé quand Laurent disait que la science-fiction, elle n'a pas de fonction, on écrit des récits, et je suis tout à fait d'accord avec ça, et ce serait faire peser beaucoup de responsabilités sur l'auteur de SF s'il devait être légitime sur tel ou tel aspect. Tout ça, c'est dans l'œil, dans le cerveau, dans les désirs du lecteur ou de la lectrice. Et c'est souvent ça le problème de désaccord qu'on peut avoir sur les définitions de genre, notamment dans le rapport à la science, c'est que c'est lié au fait, à la façon dont on reçoit un récit. Notamment, par exemple, la science-fiction, un des aspects de la science-fiction, c'est le vertige de la plausibilité. Si quelque chose nous apparaît suffisamment cohérent et suffisamment plausible,
eh bien, par rapport à un récit complètement débridé, irréaliste, il peut donner à certains lectorats un vertige supplémentaire de la plausibilité. Mais plus on découvre, plus on explore le monde et on établit des lois physiques de plus en plus complètes, plus ça devient difficile d'être original, réaliste, etc., dans cette plausibilité. Je peux prendre un exemple. Par exemple, moi qui aime beaucoup les romans policiers, c'est très difficile aujourd'hui d'écrire un roman policier. Donc, beaucoup d'auteurs les placent dans les années 80 ou dans une contrée où on n'a pas encore la recherche d'ADN ou le tracking par les portables pour pouvoir écrire une histoire à l'ancienne. Ça devient effectivement un petit peu compliqué si on veut décrire ce que sera la conquête du système solaire dans 60 ans. C'est très difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. J.C. Gabdy, je dirais, façon old school, il est reparti dans une écriture d'histoire du futur qu'on pouvait en avoir à l'époque d'Heinlein ou d'Asimov. Il sait, je pense, qu'il va être rattrapé très vite par la réalité. Et alors, c'est pas forcément un problème. Voilà, c'est juste des... Vas-y, Laurent. Et puis, je pense aussi qu'il y a cette espèce de dualité trompeuse dans le mot science-fiction. Il manque quelque chose. Et ce quelque chose, il est le fantasme. En fait, il ne faudrait pas dire science-fiction, il faudrait c'est science-fantasme-fiction. Il entre aussi dans la... C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un rapport à la connaissance, au champ de connaissance. C'est aussi un rapport aux obsessions collectives ou individuelles, celles de l'auteur, et qui vont rencontrer un champ de connaissance. Quand par exemple le cyberpunk s'impose, c'est pas juste par rapport à l'informatique, ce ne sont pas que des histoires d'informatique et de biotechnologie, pas du tout. C'est une forme de société qui est proposée, qui est celle des États post-nationaux en fait, à travers les corpos, donc un devenir des sociétés capitalistes. Telles qu'elles peuvent être fantasmées en fait par les années 80. C'est dans le steampunk, c'est une façon de relire et de s'imaginer la grande époque européenne où l'Europe était le phare du monde au tout début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe. Donc où il y a donc une dimension nostalgique. Donc dans No de Stéphane Vull, c'est une proposition d'une lecture esthétique du monde. Donc on a, je pense que la science-fiction, c'est pas quelque chose de dual, je pense. Et clairement, le mot, c'est un mot piégé. Voilà. Et je ne sais pas si d'autres l'ont vécu comme moi. Pour moi, j'ai eu un grand choc dans ma vie de lecteur de science-fiction, c'était justement un peu le cyberpunk, avec, en plus de tout ce que tu disais, une notion qui est qu'en fait, on peut créer des univers virtuels en fait, qui n'obéissent pas aux lois de notre univers. Et on peut même créer des univers virtuels dans lesquels des formes de vie vont exister, des choses vont exister que même les créateurs de ces mondes virtuels ne peuvent pas prédire. Et l'idée de se dire qu'on peut explorer des mondes que l'on crée, que l'on initie, que l'on génère, et que ça peut avoir une influence sur le monde réel. On peut être rêveur d'une réalité virtuelle, un peu typiquement comme dans Matrix. Il y a de la plausibilité totale là derrière. Et l'idée qu'en fait, on pourrait explorer au-delà du monde réel, des exoplanètes, etc., ce qu'on veut, on peut explorer des mondes d'une richesse quasiment infinie de façon virtuelle. Pour moi, ça faisait exploser l'ASF et ce concept de vertige du plausible. Et je m'étais même dit à un moment donné que finalement, on pourrait peut-être expliquer le paradoxe de Fermi en se disant que les extraterrestres suffisamment avancés, qu'est-ce qu'ils en avaient à faire d'explorer le monde réel? Ils avaient sûrement une richesse beaucoup plus vaste à explorer les mondes virtuels. Donc moi, j'ai vécu ça comme une espèce d'abord de traumatisme un petit peu par rapport au lecteur de hard SF que j'étais, mais de libération absolue en me disant non, mais en fait, il y a d'autres réalités qui peuvent influer sur notre réalité.
J'aimerais bien avoir un commentaire, éventuellement une réaction à ça. Je voudrais bien développer, alors je ne sais pas si c'est là-dessus exactement, mais c'est quelque chose que j'ai envie de dire depuis ce matin pratiquement. On a beaucoup parlé aujourd'hui dans les relations science-fiction, en fait, d'une intervention, et c'est ce que vous avez décrit dans votre collaboration, d'une intervention finalement amont de la science, en amont du processus, en tout cas à une phase très, très amont de ce processus d'écriture, et qui était destinée justement à assurer cette plausibilité, même si elle influe également sur l'intrigue. Moi, je pense que si on part maintenant sur cette idée, alors ça va bien, je pense, avec une certaine notion d'anticipation, hein, je reprends certains mots qui ont été prononcés cet après-midi. Si maintenant on part sur l'idée de créer des mondes, moi, en tant que lecteur, je suis souvent fasciné par ces livres pendant toute leur lecture et extrêmement déçu par leurs conclusions. Et je pense qu'on peut aussi imaginer un autre type d'interaction entre science et fiction pour cette partie de la littérature de science-fiction qui se ferait non pas pour dégager de la plausibilité, mais pour dégager de la cohérence. C'est-à-dire, je trouve souvent que les auteurs qui créent ce type d'univers créent quelque chose de merveilleux, de fantastique, mais qu'ils ont beaucoup du mal à clore finalement à la fin de leurs ouvrages. Et je pense que là, une interaction avec des scientifiques, avec le côté peut-être rigoureux, cohérent, en tout cas, il y a peut-être là une autre interaction, un autre type d'interaction à développer. C'est ce que je voulais dire. Si tu te rappelles, Franck, on a déjà eu cette conversation dans un cénacle un peu plus petit. Mais en tout cas, moi, c'est une des raisons de ma présence ici. Plus que de développer des écosystèmes cohérents, c'est une fois qu'on les a développés, et moi, ça ne me dérange pas tellement qu'ils soient finalement plausibles ou pas plausibles. Ce n'est pas ce qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus, c'est que très souvent, on finit un ouvrage en n'étant pas cohérent finalement avec ce qu'on a inventé. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, je l'espère. J'aurais juste voulu avoir le commentaire de Laurent sur ce que je lui avais soumis sur l'explosion des réalités possibles et justement la question de la plausibilité rebootée complètement. Alors, contrairement à Antoine, moi je suis rarement déçu en fait. Je suis déçu quand la cohérence du monde ne colle pas avec le récit. Mais c'est rare. Enfin, dans les bons bouquins, c'est quand même rarement le cas. Donc non, j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. Tout dépend de ce qu'on veut faire. C'est juste en fait, tout dépend du curseur. C'est aussi qu'il ne faut peut-être pas s'arrêter aux ouvrages qui déçoivent et se focaliser sur les ouvrages justement dans lesquels on a perçu quelque chose qui nous plaît. À nouveau, la science-fiction ne doit rien à personne. C'est juste le lecteur qui va y trouver ce qu'il a. Et puis je dirais qu'il y a il y a plein de types de novum. Il y a plein de types de façons de faire, d'apporter sa pierre à l'édifice spéculatif qu'est la science-fiction. Une espèce de grand mont analogue, une espèce de grande montagne de concepts qui se sont empilés et où on réfléchit tous à partir d'un… La SF, c'est quelque chose d'assez vertical. On a une sorte de corpus de thèmes et on va piocher dedans et en espérant apporter quelque chose de nouveau. Et en fait, 9 fois sur 10, les idées que j'ai, je cherche, mais 9 fois sur 10, même 95 fois sur 100 même, en réalité, l'idée, le novum n'en est pas un en fait. Mais dans le cadre du roman, il y a toujours quelque chose à laquelle se raccrocher. C'est pour ça que je suis rarement déçu mais je suis peut-être bon public, hein, par un roman, parce que ce qu'on perd, un roman, c'est justement un roman. Donc une œuvre d'art, c'est justement une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément se concentrer sur l'aspect juste spéculatif, c'est un des aspects, mais il y a l'aspect purement romanesque
de la profondeur des personnages, des fois, un thème, et le plus souvent, un thème est traité de façon bateau, mais les réactions des personnages, elles sont inusitées. Et c'est là qu'on va percuter. Donc des fois, voilà, le novum, il n'est pas forcément dans la façon dont on va agencer un nouveau système stellaire, il est dans la façon dont les personnages vont réagir par rapport à l'irruption de l'anomalie. Donc il y a des tas de façons de faire novum, de faire du nouveau dans l'apport d'un thème, dans la construction d'un thème. Je crois que Guillaume voulait intervenir. Pardon, non, mais pas de problème, Laurent. C'est juste que… Savoir si c'est décevant ou pas, au-delà de la question totalement subjective, ça dépend aussi de quel type de science-fiction. C'est-à-dire que si on est dans un récit qui est dystopique, on peut, selon une fin heureuse ou pas, être content que l'œuvre s'achève. Si on est dans la création d'un monde total, souvent comme dans le space opéra, ou je repense à Dune de Frank Herbert, à ce genre de monde extraordinaire, on a envie de continuer à y aller. Donc déjà, le simple fait que ce soit fini est en soi décevant. S'il y a bien un genre qui amène bien souvent un désir d'une suite, d'où le fait que ce genre, comme la fantasy qui crée aussi d'autres mondes, sont des genres à fanfiction, c'est bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'imaginaire et d'une envie d'évasion à l'infini. Maintenant, il y a certains éléments qu'on a donnés, que j'entends depuis tout à l'heure sur la science-fiction, qui sont intéressants dans le sens où ils se rapprochent de ce qu'on dit de la littérature en général. C'est-à-dire créer des mondes, ou créer des mondes qui ressemblent un peu aux nôtres, sans être de la science-fiction. On le retrouve déjà dans la littérature non science-fictionnelle et non fantasy. On dit que Balzac a recréé tout un Paris et tout un monde au XIXe siècle. De même, tel personnage va inventer une île plus loin dans laquelle il va séjourner, etc., et vivre une aventure. Donc il y a ça. Les intentions d'auteur, il y a un vrai débat sur la littérature engagée ou pas engagée. Doit-elle être fondée philosophiquement ou pas? Toutes ces questions, en fait, sont juste réfractées dans la science-fiction. Et donc, finalement, je me demande si elles sont définitoires de la science-fiction ou elles ne sont pas justement ce qui rattache la science-fiction à la vraie littérature au bord de laquelle on a voulu la cantonner. Oui, et Antoine, je voulais savoir, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'œuvres qui vous avaient déçu, par exemple, enfin, où vous aviez… vous trouviez que la réflexion peut-être n'était pas suffisamment aboutie, parce que autant alors pour moi c'est juste dans le cinéma, c'est vrai que le cinéma est souvent très déceptif à ce niveau-là, parce que l'idée de départ, le novum, comme dit Laurent, est souvent excellent, et puis finalement on se dit à la fin tout ça pour ça. Mais je ne sais pas, est-ce que vous faisiez référence au cinéma, à la littérature? Si c'était la littérature, vous pouvez nous donner un exemple peut-être? Alors, bon, comme je vous le disais, mes lectures de SF sont un peu anciennes, donc je ne pourrais pas vous donner d'exemples. Enfin, je vais vous en donner, mais pas dans le domaine de la SF, plus dans le domaine de la fantasy. Pour moi, la grandeur du Seigneur des Anneaux, c'est sa fin. La grandeur du Seigneur des Anneaux, ce qui fait que, je suis d'accord avec Franck, hein, c'est ce qui fait la différence entre les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. C'est la manière dont l'imaginaire qu'on a créé, on arrive à le boucler. Et le fait que Gollum soit l'entité, c'est même pas la fin d'ailleurs, la toute fin du Seigneur des Anneaux, mais soit l'entité qui fait que l'anneau est détruit, c'est ce qui rend le récit totalement cohérent, et c'est ce qui le boucle. Et très souvent, alors je ne peux pas vous donner d'exemple, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est la fin de Game of Thrones. C'est vous dire si on est hors sujet par rapport à aujourd'hui. Mais la fin du Marcheur Blanc, c'est une fumisterie absolue. Enfin, je veux dire, on a créé un espèce de machin qui est énorme, et puis qu'on bute en le prenant par fin. Que Caria tue d'une manière complètement anodine et sans aucune… Donc voilà ce qui me vient à l'esprit. J'ai conscience que ça n'est pas totalement pertinent. J'enlève même le totalement pour la conversation d'aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un sentiment que j'ai souvent eu dans mes jeunes années en lisant de la science-fiction.
Voilà. Ouais, bien, on va essayer de vous faire changer d'avis. Je vais retrouver ça. Mais là, je n'ai pas ça en stock. Je n'ai pas ça en mémoire vive. En même temps, pour la série Game of Thrones, je crois que la majorité des gens sur cette planète partagent cette déception. Absolument. Mais le livre n'est pas clôturé. Le livre n'est pas clôturé. Oui, parce qu'on pourrait… C'est pas l'auteur qui… Bon, bref. Il y a on reprendra cette discussion, ça c'est clair. Voilà. C'est vraiment intéressant. Alors moi par contre je vais avoir un petit souci parce que je dois vous quitter vers 16h30. Parce que j'ai la préparation d'une journée de formation demain sur la pandémie dans la science-fiction pour la Maison des Sciences. Donc il faut que je termine absolument cette formation. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à nos intervenants? On voit que le débat est quand même très riche et vraiment je suis je suis ravie de voir qu'on a lancé énormément de pistes. J'espère qu'on aura de quoi y répondre après, mais en tout cas c'est vraiment tout à fait passionnant. Donc est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Laurent, Émilie, JC Gabdi, voilà, sur où est-ce qu'on a fait le tour des débats pour l'instant? Non? Franck? Ah! Oui, mais moi j'en ai toujours, mais ça compte pas. Guillaume? Alors, j'ai manqué une partie du début, il faut m'en excuser, mais il y a la question de ce qui est premier dans l'écriture de chacun et qui va évidemment varier, mais qui peut être intéressant. Et peut-être qu'on pourrait faire une étude sociologique, interroger des auteurs qui écrivent pour savoir qu'est-ce qui est premier. Est-ce que c'est l'idée scientifique elle-même ou la jubilation de tel critère psychologique des personnages, élément qui a été évoqué tout à l'heure? Est-ce que c'est de créer un monde? Enfin, qu'est-ce qui est premier? Je suis sûr qu'on aura des réponses différentes, mais savoir s'il peut y avoir, si ça peut permettre aussi de caractériser ensuite les sous-genres de la science-fiction par rapport à ce qui motive l'écriture initialement. Je pense que vous aurez des réponses différentes, même à l'intérieur d'un même auteur. Aïe. Moi, c'est mon cas. Moi, ça dépend des romans. Ça dépend des romans. Pour le space opéra, ça a souvent été le monde lui-même. Et ça a souvent été des carnets de notes remplis d'éléments du monde, de constitution du monde. Donc, de faire vivre le monde d'abord et de le peupler au fur et à mesure de récits, mais où le récit va émerger comme un phénomène émergent. Réellement, c'est rare, y compris dans Aumale, que j'ai scripté. Je n'ai jamais scripté une histoire dans Aumale. Les histoires ont émergé d'elles-mêmes. Je n'ai jamais eu à penser l'histoire réellement. Elles se sont constituées d'un agglomérat de notes et d'un chaos, d'un chaos, une sorte de chaos créatif auquel je vais faire des sortes de liens hypertextes entre telle idée et telle idée. Et tout ça va s'organiser petit à petit, s'agglomérer dans une sorte de masse mouvante qui va prendre forme, qui va prendre la silhouette d'un récit. Mais voilà. Alors que, par exemple, pour Point Chaud, ça a été, qui est un roman d'anticipation, là, pour le coup, je suis vraiment parti d'un réel concept. Ça a été un concept abstrait à la base, avec une réflexion en amont. Pardon. Du coup, Émilie a sûrement un autre cheminement. En fait, il y a plein de cheminements. Figure-toi que je fonctionne assez comme toi. Mais c'est vraiment, j'aurais donné la même réponse en moins bien. Mais je pensais justement à des auteurs qui partent d'une idée. Justement, on parlait de Ted Chiang tout à l'heure, j'y reviens encore. Ted Chiang, à la fin de son recueil, le dernier, celui qui vient de sortir, La Chaîne de Noël, il explique un petit peu comment il en est venu à écrire ses histoires, le processus en fait intellectuel. Et lui, il semblerait quand même que ce soit un auteur qui parte d'une idée vraiment très abstraite et qui commence et qu'il l'étire dans tous les sens. Et à partir de là, il va imaginer une histoire. J'ai l'impression qu'il fonctionne un peu comme ça. Et c'est ah oui. JC, peut-être tu peux dire quelque chose? Ah oui, j'avais pas vu ce que nous montrait Laurent. Ah oui, c'est notes. Je vois ça, oui.
Ben moi, je suis un peu comme Laurent, je vais dire que effectivement, ça varie d'une histoire à l'autre. Si je prends le recueil de nouvelles de l'univers Cadic, c'est parti de deux choses à chaque fois, soit un point scientifique que j'avais découvert et que j'ai creusé, qui servait de fond, soit directement la chute, qui devait être un changement de la réalité à ce niveau-là. Pour les Gueules des Vers, c'est parti d'un échange avec un autre auteur sur le problème que j'aimais pas trop les histoires de voyage dans le temps. Donc c'est devenu un défi et à partir de là, tout a été créé. Pour les histoires de Gerulf, qui est un androïde détective, mais il me fallait une enquête policière. Donc la démarche était effectivement d'avoir des indices, des pistes, d'arriver à la résolution d'une enquête policière. Mais si je reprends les Gueules des Vers, en fait, j'ai créé l'univers au fur et à mesure que l'histoire est avancée. Et j'ai fait comme Laurent, j'ai des notes, alors moi elles sont sur informatique, parce que je suis informaticien, je suis désolé. Donc les montrer, ce ne sera pas drôle. Mais c'est pareil, j'ai une timeline complète, j'ai une définition de tous les grands événements, j'ai une histoire. Alors j'ai mis toute une partie sur mon site, mais ça s'est construit au fur et à mesure, et puis il foisonne, il grandit. Il y a un peu de tout, il y a des éléments qui viennent de la science. Des moments, j'ai démarré des nouvelles sur un mot ou une phrase. Il y a tout, il y a pas. C'est pas toujours la même chose. Ça dépend de ce qu'on crée, ça dépend de tout un tas d'éléments particuliers. Le dernier roman qui vient de sortir actuellement, c'est Les Mondes de Quirinus. On a créé trois choses, une société, un univers et ensuite l'histoire. Bon, voilà. Et toi, Émilie, oui, d'ailleurs, je t'ai interrompu avec mes petits dessins, mais oui, ils sont bien. Tu as des carnets? Comment tu fonctionnes? Alors, j'ai des carnets. J'ai des carnets et j'essaye quand même de construire une méthode qui me convienne. Donc, je me rends compte que certains trucs, ça ne me convient pas du tout et d'autres… Il y a quand même, je fonctionne comme toi, mais quand même, il y a trois lignes qui vont converger au bout du compte dans ce maelstrom à l'intérieur de la tête. Il y a l'envie, je dirais, purement émotionnelle que je vais plutôt injecter du côté des personnages. Je pense que c'est ça qui va nourrir la création de personnages. Il y a le concept qui va se former petit à petit au fur et à mesure que je réfléchis à l'histoire, que j'échange justement avec des scientifiques notamment, puisque c'est de l'ASF, etc. Donc ça va permettre de moduler le concept, de le construire au fur et à mesure. Et il y a des images en fait. Moi je suis très visuelle et il y a des images en fait. Je vois le monde. Si je savais dessiner, je pense que je serais dessinatrice. Je vois et j'essaye de construire le monde par rapport à… Donc ces trois lignes directrices vont converger et tout ça va donner l'histoire dans l'univers. Voilà. Sinon, j'avais une petite question pour reprendre un peu un des éléments d'Antoine Grémard sur le fait qu'effectivement, la SF, ce n'est pas forcément quelque chose de réaliste et qui colle aux lois naturelles, mais ça peut être un jeu de logique et de cohérence. Typiquement, on démarre avec un « et si » on inventait l'invisibilité, on ne se préoccupe pas de savoir si l'invisibilité est réaliste, mais par contre, on essaie ensuite, à partir de ce point de départ, d'avoir une grande cohérence. Ou si je prends un cas extrême, il y a le Flatland, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, qui décrit un monde à 2 dimensions, qui est un très très grand bouquin, qui… voilà, de Abbott. Voilà, oui. De Abbott. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de SF, mais en termes… Il y a une… Non, mais il y a une… l'expérience mentale. Voilà, c'est une expérience… L'essence de pensée. Maintenant, c'est vrai qu'on est aux limites du roman. Tout à fait, on est aux limites du roman. Mais par contre, il y a des romans comme ça qui jouent sur la cohérence plus que la plausibilité. Et c'est vrai qu'Antoine faisait référence à une discussion qu'on avait eue
où je disais finalement que quelles que soient les catégories, il y avait peut-être plus d'aspects SF à travers la cohérence et les aspects du Seigneur des Anneaux de Tolkien, à travers la cohérence du monde créé, de tout le questionnement que l'auteur a eu sur l'évolution des langages, des noms, des légendes au cours des siècles et des millénaires, et de cette recréation qui a visiblement pris des décennies pour lui à établir. Il y avait peut-être finalement plus il y avait des points communs très forts avec la SF, plus peut-être qu'avec un Star Wars, ou peut-être, pour moi, le seul aspect SF, dans mon ressenti, je ne cherche pas à faire des catégories absolues, c'est la vision d'une planète qui tourne autour de 2 soleils, la vision d'un lever ou d'un coucher de 2 étoiles, où là, il y a une fulgurance de plausibilité là, et dans la pure imagerie, sans qu'il y ait aucun discours, de quelque chose qui, à un moment donné, nous touche très profondément parce qu'on ressent que oui, en effet, on pourrait avoir 2 étoiles comme ça. Sinon, tout le reste de Star Wars, c'est de la fantaisie complètement débridée, avec aucune recherche de cohérence. Et c'est un grand film néanmoins, hein, ce n'est pas la question. Mais voilà, ce jeu, est-ce qu'il peut vous intéresser en tant qu'auteur, ce jeu indépendamment de la plausibilité, mais de la question de la cohérence esthétique bien bouclée, bien finie, qui se suffit, qui est consistante avec elle-même. Est-ce que c'est un jeu qui pourrait vous amuser ou que vous avez déjà tenté? Je pense qu'en fait, il faut sincèrement que ça corresponde à un goût. Il faut que ça corresponde à un goût, en fait. Ce serait comme de demander à un peintre qui est habitué à son style d'adopter un autre style. Donc de sortir de son univers d'une certaine manière et d'en tester d'autres. Je ne sais pas si c'est vraiment en fait, on s'approprie les choses. Attends, je ne sais pas comment vraiment. Oui, non, mais pour moi, c'est une sorte. Tu disais tout à l'heure que tout est jeu, et c'est vrai aussi pour nous en sciences. Hein, on le dit souvent, le jour où on ne s'amusera plus à faire la recherche qu'on fait, on fera autre chose. C'était juste savoir si ce jeu de la cohérence pouvait vous tenter. Mais il peut ne pas vous tenter du tout. Hein. Est-ce qu'en soi, c'est quelque chose d'intéressant? En fait, ce serait un jeu par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. En fait, on devient nos propres normes, d'une certaine manière. Et finalement, écrire des bouquins, c'est un peu éprouver, c'est instaurer et éprouver ses propres normes, en fait. Comment dire, et un cheminement esthétique, c'est pas autre chose, hein, finalement. Je pense qu'il y a 2 points de vue là. Si on reprend l'analogie avec la peinture, tu as introduit l'analogie du point de vue du peintre. On peut également l'introduire du point de vue du spectateur, de la personne qui regarde le tableau ou du lecteur. Et autant je peux imaginer ou comprendre, je ne sais pas quel verbe employer, que c'est compliqué ou en tout cas pas évident pour un peintre de changer de style, autant je sais en tant que spectateur qu'un même spectateur peut aimer différents types de tableaux. Vous voyez ? Donc peut être attiré par, dans le domaine de la science-fiction, peut être attiré par ces 2 lignes, plausibilité, cohérence. Je ne pense pas que ce soit incompatible pour un lecteur. Enfin, du point de vue du lecteur. On est tous lecteurs. Certains sont en plus auteurs. Mais on est tous lecteurs. Émilie ? En fait, Franck, quand tu parles de jeu sur la plausibilité, tu penses à quoi concrètement en fait, à une coécriture ou imaginer un monde ensemble ou... Ah non, je m'interrogeais parce que non, parce que justement, je pense que la collaboration avec le scientifique. Alors, Antoine suggérait que non, que le scientifique pouvait aussi aider sur la cohérence. Moi, je pense que dès lors qu'on fait un jeu mental de cohérence, c'est très intime, c'est très personnel. Je vois mal y participer à plusieurs. Mais disons que je comprends cette façon de voir 2 grands aspects de la science-fiction, qui est un au niveau de jouer avec la connaissance scientifique et ses zones d'ombre, mais un autre qui est plus d'essayer d'utiliser sa méthode. Mais même dans un univers qui serait complètement irréaliste, c'est-à-dire la méthode en tant que cohérence, c'est-à-dire que de confronter tous les éléments du récit avec eux-mêmes pour qu'ils soient autocohérents.
même si on part d'un postulat de base complètement farfelu, je ne sais pas moi, les chats se mettent à parler, j'en sais rien, peu importe. Mais c'était voilà, c'était juste un point, parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a ces deux aspects. On ne pense pas souvent à cet aspect-là dans la science-fiction, ou peut-être qu'on n'appelle pas ça forcément science-fiction, et on peut tout à fait faire ça en fantasy ou dans des contes, peu importe, mais est-ce que est-ce qu'on pourrait juste parler dans ce cas-là de méthode qui se rapprocherait de la méthode scientifique plutôt que de connaissances qu'on met en scène? Il y a ça dans le livre. Alors, c'est pas tel que tu le conçois, je pense, mais il y a cette notion de reprendre un monde. Dans le livre univers, en fait, la base, c'est un peu ça. C'est qu'on va reprendre un monde. En fait, on s'est aperçu que la qualité d'un monde, je dirais, justement sa cohérence interne, survit au récit initial, du roman initial. Et c'est souvent ce qui va motiver l'auteur, et souvent les lecteurs qui vont écrire pour réclamer des suites, justement à poursuivre l'expérience alors qu'elle est censée être terminée. Mais ça c'est pas forcément à la base, c'est pas forcément le goût du jeu, c'est aussi comment dire, pas une nostalgie, mais essayer peut-être de retrouver la puissance génésique du premier roman, voir si ça va c'est se mettre au défi soi-même aussi. Moi, pour Amal, il y avait un peu de ça. Enfin, je savais que je voulais faire plein de romans à partir d'Amal, mais n'empêche qu'il y a ce défi toujours d'essayer de... Voilà, j'ai fait le premier roman avec 2-3 idées forces dedans. Est-ce que mon monde va survivre finalement au mot fin du premier roman et arriver à faire quelque chose d'aussi bien, sinon mieux, ou au contraire, la sauce va retomber. Est-ce que mon expérience mentale, mon expérience de pensée est suffisamment costaud pour assurer plusieurs récits, plusieurs temporalités, voilà. Et donc, et plusieurs formats, etc. Donc, c'est pour ça que ça a donné des nouvelles, et des romans, des nouvelles, des sortes de faux exergues, tout un tas de paratextes aussi. C'est aussi dans ce... Alors, c'est toujours ludique, hein, mais il y a cette espèce de mise au défi et on va des fois... Alors, il y a certains écrivains qui vont trop loin. Sur certains livres qui ne sont pas des livres univers, mais souvent des séries plutôt, justement, qui n'accèdent pas à ce statut de livre univers, il y a là, il aurait dû s'arrêter là. Parce que justement, l'expérience était terminée, et puis à un moment, il faut savoir s'arrêter aussi quand tout a été tenté, tout ce qu'il y a d'intéressant a été tenté. D'accord. Peut-être que les autres auteurs veulent intervenir. Sinon, je vois que la main de Guillaume est levée. Tu voulais intervenir, Guillaume? Ou non, c'est une main levée qui date de... C'est une ancienne main levée, mais ça me faisait quand même... Mais tu vas en profiter quand même. Un parallèle avec Tolkien qui a été évoqué à plusieurs reprises sur le fait que ce soit un chef-d'œuvre, et Frank Herbert qui doit beaucoup à Tolkien. Les fans de Frank Herbert non seulement n'ont pas pu s'arrêter de lire tous les Frank Herbert, tout en disant quand même qu'il aurait dû s'arrêter avant. C'est-à-dire, malgré tout, il y a un effet drogue, une addiction. C'est-à-dire qu'on s'est tous dit que c'était quand même mieux au début, mais on a tous acheté le suivant et lu le suivant, et même parfois relu pour vérifier que c'est exactement ça. Un peu moins bon. Alors, chez Tolkien, il n'y a pas la même chose. Juste ça, chez Tolkien, ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu des textes postérieurs qui, comme il se passe avant, généralement premier âge, deuxième âge, troisième âge, et qu'il remonte à une mythologie de ce monde qui en soi a quelque chose de fortement déjà mythologique, le caractère déceptif ne peut pas être reproché à ce qui a été écrit après, qui est censé se passer avant. Il y a là une habileté extraordinaire. En même temps, c'est aussi un érudit par ailleurs qui a beaucoup étudié la littérature, et il joue là-dessus, mais à différents niveaux aussi très intellectuels. Mais un dernier élément sur le Tolkien, c'est que son premier opus
n'est pas c'est un excellent livre, Bilbo le Hobbit, et mieux que le film, mais c'est le Seigneur des Anneaux qui va être l'immense chef-d'œuvre. Et un personnage, et ça c'est bien rendu par contre dans le film du Seigneur des Anneaux, un personnage intéressant, c'est Bilbo, mais on le voit aussi dans le roman, qui n'a de cesse de dire que bon, il est trop vieux pour l'aventure, mais qu'est-ce qu'il a aimé l'aventure? Et certains critiques, et j'en suis, l'ont interprété comme étant un peu un double de l'auteur qui ne veut pas quitter ce monde. Et donc, sans que Bilbo soit un créateur de monde, parce que tout souvent les doubles d'auteurs sont un peu des démiurges dans toute une littérature, le cycle des Willan, etc. Là, non. Là, c'est vraiment juste un double nostalgique qui a envie de rester dans ce monde et ne pas le quitter. Et ça, c'est extrêmement fin parce que finalement, c'est dans le chef-d'œuvre que le tout premier personnage veut rester pour revivre sa première aventure qui n'était pas le chef-d'œuvre. C'est très joliment dit. Et on a ça de façon encore plus directe chez Farmer, dans Le Monde du Fleuve, où il y a un personnage qui est un anagramme du nom de Philippe José Farmer. Et il se traite lui-même très mal, d'ailleurs, dans le roman. C'est mieux. Alors, on approche peut-être de la fin. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pour la suite de ce qu'on voudrait faire. D'abord, est-ce que vous pensez que ce type d'initiative peut donner lieu à quelque chose d'intéressant, ou est-ce que c'est juste dans le goût du jeu des scientifiques qui ont envie de s'immiscer dans quelque chose qui leur plaît beaucoup, qui est la science-fiction, ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose en retirer? Quels sont les thèmes, les axes que vous voudriez voir développés? Sachant que moi, ce que j'ai en tête, c'est cette idée de plateforme, de choses où on puisse échanger et se rencontrer. Mais par exemple, vous, est-ce que les auteurs, alors vous n'êtes pas très nombreux, mais vous connaissez la communauté, est-ce que vous ressentez un besoin de rapprochement vers les scientifiques, ou est-ce qu'on est un peu là une nuisance qui vient bourdonner autour de vous aujourd'hui Ah non, une nuisance, jamais. Non, pas du tout. Alors, moi, je suis curieuse. Bon, déjà, d'une, j'ai besoin d'être conseillée en fait sur des questions que je ne maîtrise pas bien, et notamment, par exemple, sur la biologie marine, justement, dans l'univers que je suis en train d'imaginer. Donc, j'ai un vrai besoin de conseils ou d'aide à la documentation pour savoir vers quelles ressources me tourner. Donc, il y a un besoin concret. Et ensuite, comme je vais mettre en scène des personnages scientifiques, eh ben, il faut que je vous observe un petit peu pour voir comment vous fonctionnez. Pas seulement à travers vos discours scientifiques, en tant que scientifique, mais dans la vie courante. Ces bêtes étranges. Oui, ces bêtes étranges. Qu'est-ce qu'elles font dans leur vie, comment elles vivent, comment elles réagissent, comment elles peuvent… Bon, j'en connais quelques-uns, des spécimens, ils sont rigolos. Mais est-ce que ce que je vais imaginer sera crédible, en fait? Est-ce que ça… c'est des questions. C'était un des projets qu'on avait dans Origins. Alors, bien sûr, il faudra attendre qu'on ait le droit à nouveau de se mélanger entre nous. Mais l'idée, c'était qu'on pouvait accueillir des auteurs pour qu'ils expérimentent un peu l'immersion, comme disait Frédéric qui nous a rejoints, l'immersion, qu'elle pouvait un peu comme un stagiaire, un observateur, venir voir un peu les dessous de la science. J'imagine qu'il y a des choses plus fascinantes. Partir sur un des navires, du laboratoire Époque qui va faire des carottages, des prélèvements, c'est plus sympa que… Alors, les astrophysiciens avaient l'habitude de voyager. Maintenant, on fait nos observations derrière notre écran. C'est un peu moins sympa. C'est moins rigolo. Mais voilà, ça, c'est tout à fait possible. Oui. Franck, oui. Juste, je suis désolé, j'étais en TP, je viens d'arriver. Pas de souci. Donc, j'ai loupé un truc super intéressant. J'ai juste entendu Tolkien quand je suis arrivé. Donc, super. C'est fini, on n'en parle plus. Oh, dommage. Non, je rigole. Bon, tu me feras un petit débriefing, Franck. Non, mais j'ai tout enregistré. Ah oui, c'est vrai. Si j'ai pas perdu les fichiers après.
D'accord. Non, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, à l'époque, on fait parfois des sorties en bateau, hein, puisque le laboratoire d'océanographie, en particulier sur des gros bateaux comme le Marion Dufresne. Et vous savez sans doute, hein, il y a le Marion Dufresne, en tous les cas à l'époque où c'était dirigé par l'IPEV, ou plutôt, voilà, l'armateur c'était l'IPEV. Eh bien, le directeur de l'IPEV apprécie énormément que les auteurs de bandes dessinées montent à bord pendant un mois, pendant une mission d'un mois, en immersion totale. Il y a eu Jean-Claude Mézières, donc pour Valérian. Il a écrit juste après les Foudres d'Ispis. D'ailleurs, c'est rigolo quand on lit les Foudres d'Ispis parce qu'on retrouve des trucs avec un bateau, mission en bateau. Et puis, il y a eu très récemment Lepage, qui a sorti 2 tomes de bande dessinée qui sont vraiment des immersions totales dans une expédition à bord du Marion Dufresne. Donc, c'est j'allais dire, notre quotidien à nous, scénographes, quand on part en mission. Donc oui, c'est tout à fait ça. Et puis, pour compléter, alors je suis désolé, hein, je parle beaucoup de bande dessinée parce que voilà, c'est un petit peu mon dada, c'est ce que je connais bien. Mais très récemment, il y a eu aussi cette bande dessinée aux éditions Dupuis, où un journaliste, un scientifique, un journaliste dessinateur a fait le tour de France des laboratoires et on a sorti une bande dessinée qui a été cooptée par les 80 ans du CNRS, c'était l'année dernière, et qui s'appelle Dans le secret des labos. Je pourrais vous donner les coordonnées si ça vous intéresse. Et il y a 2 pages à peu près, donc c'est une bande dessinée, hein, assez fournie, il y a 60 pages de mémoire. Et il y a à chaque fois 2 pages qui racontent en bande dessinée la vie d'un labo et ce qu'on y fait scientifiquement. Donc cette histoire d'immersion, effectivement, elle est déjà en cours, mais bon, comme je le disais à la fin de mes conférences, ça n'a jamais été fait à l'époque, c'est dommage. C'est jamais. Ouais, c'est une interaction possible, hein. Aujourd'hui, moi, j'ai montré des choses qui se rapportaient à des interactions que j'avais eues avec des auteurs. C'est bien sûr très réducteur s'il fallait que je porte quelque chose. J'aurais pu vous montrer par ailleurs aussi le petit programme que j'avais fait pour construire des systèmes planétaires, mais il y a plein d'autres façons d'envisager des collaborations au sens large. Alors souvent, le scientifique, lui, il pense en termes faire appel à des auteurs de SF peut-être pour communiquer sur sa recherche, ce qui est un axe possible, d'utiliser le savoir, de l'expertise et les talents des auteurs pour ça. Mais on s'éloigne bien sûr quand on fait ça de la SF. Il pourrait y avoir, je pense, des projets un peu plus assumés SF, mais qui permettent de faire passer, de la science aussi en laissant plus de liberté aux auteurs. Voilà, moi, ce sont ces choses-là. Alors, Natacha vous expliquerait aussi tout l'aspect recherche qui l'anime. Moi, c'est plus l'aspect essayer de stimuler des rapprochements, des projets, quels qu'ils soient, et sans forcément que j'ai aujourd'hui des idées précises là-dessus. Donc, c'est à vous aussi de voir. En tout cas, vous savez qu'on est très preneur de développer ces choses-là. On se dit que ça ne peut donner que des choses intéressantes. Je sais aussi que créer à plusieurs, c'est compliqué. Donc, à un moment donné, il faut quand même que quelqu'un ait la main mise sur qui est le final cut. Mais voilà. Après, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus ou donner des pistes ou des idées de réflexion dans ce sens. Non, peut-être que vous avez peut-être envie d'arrêter aussi, il va être 17h, ou voire 20h dans les colonies. Dans les colonies. Les colonies de l'espace. Oh. Ah, mais intéressant comme... J'ai fait exprès. Non, mais c'est intéressant parce que le mot colonie a un sens dans la science-fiction, a un sens précis dans la SF, qui a dévié du sens courant. Et c'est intéressant de voir comment, par exemple, le mot colonie peut heurter, alors qu'il a un passé complètement différent de celui de l'acception commune, en fait. Alors, en fait, non. C'est intéressant. Voilà, c'était juste un aparté, mais qui montre que la SF, c'est un langage aussi.
La colonie dans la SF, c'est la colonie qu'on va installer dans un endroit qui est vierge et qu'on va explorer et qu'on va s'approprier. Mais c'est la définition grecque. Ou pas. Et qui a été. C'est une ou pas, il est vierge ou grecque. pas. Il est vierge Voilà. si c'est la Lune, si c'est Mars. Mais Elle il peut y a l'être. souvent l'idée de la cohabitation entre les colons et les natifs. Voilà. Mais c'est une définition grecque, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la colonie que défendent, c'est pour ça qu'on a grondé les philosophes des Lumières, c'est la seule conception de la colonie que défendent les philosophes des Lumières quand on les a estampillés colonialistes. Et ils sont contre les colonies qui sont d'occupation, etc. Et c'est effectivement le deuxième sens qui, à cause d'une terrible réalité historique, est resté en mémoire. Voilà. Mais en fait, la SF renoue avec un sens philosophique du mot colonie. Oui. Bah, en tout cas, juste pour la petite histoire, mon roman L'Humaine était originellement titré Colonie, et c'est l'éditeur qui n'a pas voulu, mais parce que justement, c'était une réflexion sur le sens. Oui, oui. Je peux dire un mot là-dessus? Bien sûr, vas-y, Nikos. Et je serais curieux d'avoir l'opinion d'Émilie d'ailleurs. Mais il y avait Ben Bova aussi qui avait fait un roman Colonie. Oui, mais qui n'avait pas grand-chose à voir en fait. D'accord. Oui, c'est ce que Vas-y, Nikos. Ce que je voulais dire, c'est que, bon, sur le mot colonie et l'étymologie, comme je suis d'origine grecque, je peux vous dire que le mot qu'on utilise en grec, ça ne vient pas du latin, c'est du grec, et ça n'a pas la même signification. Nous, quand on parle de ce qui s'est traduit en français par colonie, on utilise le mot grec apikiam, non apiki, c'était dans le sens, effectivement, des Grecs anciens qui avaient établi des colonies à Marseille, par exemple, à Nice, etc. C'était les gens d'aller vivre quelque part, sans forcément soumettre les autres. C'était ça, la bien nommée colonie. Et pour nous, quand on parle, on traduit bien sûr ce mot de nouveau, de colonie en français, en grec. Mais quand on l'évoque, ça n'évoque pas chez nous le passé colonialiste, si vous voulez, de grandes puissances. On fait une distinction. Pour nous, le mot, c'est neutre. Ça signifie quelqu'un comme, voilà. C'est pas lié à l'oppression parce qu'on n'a pas assez vécu chez nous. Oui. Le poids des mots. D'ailleurs, il me semble qu'un des romans fondateurs de l'ASF, il y en a plusieurs, mais La guerre des mondes de H.G. Wells est inspiré beaucoup par une transposition de ce que peuvent faire les colons quand ils arrivent quelque part. Oui. Et si la Terre était l'endroit d'arrivée de colons venus d'ailleurs, si ça se passait comme on a traité les endroits qu'on a colonisés, ça ne se ressent pas forcément, bien sûr, mais a priori, c'était une des motivations de Wells, cette idée-là. Voilà, est-ce que quelqu'un aurait d'autres commentaires? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? N'hésitez pas après à m'envoyer, si vous voulez, des retours sur ce que vous auriez aimé peut-être y voir et que vous n'avez pas vu, ou ce que vous aimeriez voir discuter une fois prochaine. Franck, excuse-moi, comme j'étais absent, je me suis absenté quand même longtemps et je n'étais pas là tout le temps, même si je n'avais pas fermé. Je n'ai pas suivi tout à fait vers la fin. Est-ce que j'ai vu dans le programme que vous auriez parlé justement de la suite? Est-ce que vous avez évoqué la suite? Alors, normalement, c'est ce qu'on aurait dû faire en fin de programme, mais simplement, beaucoup de gens étant partis, je ne me sentais pas forcément légitime pour discuter ça sans Natacha, etc. Mais je suis preneur de toute suggestion. Maintenant, je les note et je les transmettrai. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Par ailleurs, mais vous êtes sûrement fatigué, je peux laisser la salle ouverte pour discussion. Si vous voulez continuer à bavarder sur le sujet qui vous plaît, c'est toujours possible. Thierry, tu levais la main, Thierry? Oui, en fait, c'était juste une question parce que tu parlais d'envoyer des retours et je voulais savoir comment tu pensais à ça. Est-ce que tu penses à Slack ou est-ce que tu penses à un autre canal? Je ne veux pas forcément imposer Slack à des gens qui ne maîtrisent pas ou qui n'ont pas envie d'utiliser notre outil. Donc, moi, je prendrai tout retour sous quelque forme que ce soit. Vous pouvez le faire sur Slack. Vous pouvez m'envoyer un mail. Il n'y a pas de souci. Je vous informerai si j'arrive à récupérer les fichiers vidéo ou audio, ou les deux,
j'espère. Comment les visualiser pour ceux qui n'ont pas pu tout voir. Je vous laisse. Merci beaucoup. À bientôt, Laurent. C'était passionnant. Au revoir, Émilie. Au revoir. Au revoir. Willem. Donc, voilà, après, moi, je ne suis pas dans ma zone de confort professionnel ni dans mon expertise dans un atelier comme ça. Donc, j'aime bien avoir Natacha à mes côtés là-dessus parce que j'ai tendance à aller vers mes questionnements simplement de lecteur ou de passionné de SF. Mais la question que je me posais, c'est avec, ça a été quand même assez foisonnant, c'est passionnant mais foisonnant, c'est est-ce que si vous avez le GPR, est-ce que vous aurez les moyens, par exemple, d'avoir un ingénieur de recherche ou autre, ou un esclave doctorant, je suis très cynique, mais dans les colonies, on peut, parce que là, je me dis que ça aurait été très utile d'avoir quelqu'un qui synthétise les grandes questions, les grandes problématiques qui ont été abordées et les sous-problématiques en les hiérarchisant, parce que c'était si foisonnant qu'effectivement chacun y a trouvé certainement son intérêt, et j'ai eu l'impression, en tout cas moi j'ai trouvé beaucoup d'intérêt, mais cette synthèse-là m'a l'air difficile. Oui, alors tout à fait, il y a un tri qu'on va faire avec Natacha, déjà pour aujourd'hui, d'essayer d'en sortir des questions à prolonger et de se dire, bon, ben là, clairement, il y a du matériau pour une discussion en soi, à recentrer sur ce thème-là. Dans le cadre du GPR, bien sûr, on espère demander du manpower, et le premier manpower, ce serait Natacha, en fait, puisque Natacha, elle est prof agrégée. Elle était rattachée au laboratoire à l'Université Montaigne. Elle l'est toujours, mais elle avait un poste d'ATER qu'elle n'a plus. Et ce qu'on aimerait, c'est à travers ce GPR, c'est de la recruter à mi-temps pour s'occuper de ça. Et éventuellement, attendez, je coupe juste un micro ici. Voilà. Et éventuellement recruter postdoc ou doctorant selon les moyens qu'on aura. Pas dans l'idée d'en faire des secrétaires ou des esclaves, mais en tout cas de rassembler du manpower pour faire le tri. Et puis aussi, comme je vous disais, moi je suis complètement amateur là-dessus, ce qui peut expliquer aussi l'aspect un peu on part dans tous les sens. Voilà, l'idée ce sera d'être dans le futur un peu plus pro, de mieux cadrer et de pouvoir en sortir aussi quelque chose en termes de recherche sur les liens science et science-fiction. Ce que moi, je suis personnellement incapable de faire, ou si je le ferais mal. Si je le faisais, je le ferais mal. Donc, Franck ? Oui, Bruno. Oui, moi j'avais je crois qu'on en avait parlé lorsqu'on avait fait les réunions préparatoires au GPR. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est pour faire le lien entre les auteurs de science-fiction et les chercheurs, les scientifiques, on avait évoqué l'idée de comment l'une et l'autre des disciplines pouvaient être stimuler des idées en fait, chez les uns et chez les autres. Je m'explique. En tant que scientifique, on lit des romans de science-fiction et il est possible, il est probable, c'est déjà arrivé sans doute, qu'en lisant des romans de science-fiction, eh bien, ça nous donne des idées, peut-être pour nos recherches, c'est-à-dire pour développer une nouvelle recherche, un nouvel axe de recherche, ce genre de choses. Et on se demandait si ce n'était pas le cas aussi dans l'autre côté. Alors c'est peut-être plus difficile, mais est-ce que les auteurs, qui doivent certainement lire peut-être des ouvrages de vulgarisation pour voir un petit peu comment évolue la science, sur quelle branche évolue la science, est-ce qu'en lisant alors je ne sais pas hein, ce que vous lisez, si c'est des journaux plus ou moins de vulgarisation scientifique ou pas, est-ce que ça vous donne des idées justement pour des nouveaux romans? En fait, moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est comment l'une et l'autre des disciplines on peut apporter à l'autre discipline en termes de pourvoyeur d'idées. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, c'est clair, mais d'ailleurs, après, tu n'étais peut-être pas là, mais l'exemple qu'on a voulu montrer avec J.C. Gaddi de Kyklos, c'est ça, c'est un input de la science qui après est approprié par un auteur. D'accord. Non, j'étais pas là, désolé, j'ai raté. Oui. Là, c'était peut-être un cas un peu particulier. Je pense que c'est assez rare
qu'un scientifique aille vers un auteur. Et puis, les auteurs, ils doivent souvent, j'imagine que les auteurs de SF doivent souvent être contactés en disant « Ah tiens, j'ai une super idée pour toi ». Bon, ça doit être un peu fatigant. Je pense que les auteurs de SF, ils ont suffisamment d'idées dans leur crâne. Sinon, ils n'écriraient pas. Hein, c'est que ça ressort. Mais néanmoins, sans être voilà, je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous. Mais ceci dit, on peut apporter une créativité différente qui pourrait faire naître des projets qui ont un intérêt qui n'existera pas autrement. Donc moi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Peut-être en tant qu'écrivain raté qui n'a jamais été écrivain, donc j'ai eu l'occasion d'être raté. Mais oui, Émilie, juste pour répondre à la question de Bruno. Moi, je trouve des idées n'importe où. Dans les échanges avec des gens comme Franck, par exemple, où je feuillette Science et Vie, effectivement, et je lis aussi des ouvrages de vulgarisation, des BD. Dans la combi de Thomas Pesquet, ça m'a beaucoup inspiré, par exemple. Oui. Elle est très sympa, cette BD. Elle est bien, oui. Elle est bien, et là, en ce moment, je suis en train de lire un ouvrage donc plutôt grand public. C'est L'infini dans la paume de la main. J'en parlais tout à l'heure. En marge de la discussion. Mathieu Ricard, c'est passionnant. Et en fait, comme j'ai pas... je ne suis pas astreinte à la rigueur scientifique, n'étant pas scientifique de formation. Donc, je pars en roue libre sur des concepts qui sont évoqués. Donc, ça nourrit mon imaginaire, oui, complètement. Mais après, le tout, c'est de peut-être remettre ça un petit peu d'aplomb quand même. D'accord. Vas-y, JC. Allez. Alors, perso, problème d'idée, je n'ai pas trop. Ça va. Ce que j'aime bien, c'est effectivement aller rechercher de l'information. Je lis beaucoup, effectivement, je regarde beaucoup de choses dans un peu tous les domaines. Donc aussi bien sur les avancées en médecine, par exemple, ces derniers temps, sur la problématique des handicaps et de leur résolution. Et donc je note des trucs, et ce qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est de pouvoir creuser, c'est-à-dire d'aller plus loin que ce que je trouve pour avoir plus d'infos. Donc c'est vrai que l'aspect, qu'il soit scientifique ou technologique, parce qu'il y a les deux, donc de sciences appliquées, quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais c'est plus pour conforter, pour moi comprendre, voir ce que je peux mettre là de ça dans un roman ou dans une nouvelle. Je suis déjà porté naturellement à lire beaucoup de choses dans tous les domaines. Un peu curieux de nature. Mais du coup, en vous écoutant, est-ce que vous auriez besoin, je ne sais pas, justement pour creuser dans ces différentes disciplines, d'interlocuteurs, peut-être que le GPR peut y aider. Alors, je ne dis pas estampiller, mais dire, voilà, je m'intéresse à la biologie, eh bien, à l'époque, la biologie marine, eh bien, directement, Antoine Grémard peut être identifié comme un interlocuteur pour creuser des idées, des questions, comme vient de le dire Camille. Pour le climat, l'évolution climatique, voilà, on est plusieurs, moi j'en suis, mais il y en a d'autres qui travaillent sur le climat et sur l'évolution prévisible du climat dans le futur et donc les conséquences environnementales et de notre environnement. Là encore, à l'époque, on a quelques interlocuteurs qui pourraient éventuellement vous aider à répondre à des questions peut-être plus précises, plus pointues. Est-ce que vous avez besoin d'une liste comme ça où vous iriez piocher des astronomes, évidemment, des astrophysiciens? Tout à fait. Moi, c'est le genre de choses qui m'intéressent par défaut. Donc, le fait qu'on se soit rencontré avec Franck, c'est vrai que quand il est venu me parler de son histoire de planète, j'ai fait des bonds de mètres. Typiquement, c'était passionnant. En fait, Bruno, dans les possibles plateformes qu'on peut imaginer pour interagir, ce que moi je voyais comme le truc le plus basique, ça me décevrait si on ferait que ça, mais le plus basique, c'est une espèce d'annuaire, comme tu le décris, où en fait, et ça bien sûr, il n'y a aucune raison que ce soit limité à Bordeaux, voire même à la France, mais il peut y avoir un intérêt d'avoir une base de données francophone sur des scientifiques qui sont, je dirais, bienveillants à l'idée d'être contactés par des auteurs de SF et qu'on leur soumette des idées plus ou moins folles, ce qui peut peut-être rebuter parfois l'auteur de se dire je vais aller déranger un grand professeur, machin.
Je pense que beaucoup de scientifiques sont ravis d'interagir comme ça avec des auteurs. Donc déjà, vous pouvez le faire, je pense. Bien sûr. Je pense que vous ne dérangerez personne. Mais si en plus, on peut faire une espèce d'annuaire avec des spécialités qui dépassent l'astrophysique et qui vont jusqu'à la biologie, etc. Voilà, moi, c'est l'idée. Après, ce que j'aimerais, c'est pas m'arrêter là. Est-ce qu'on puisse avoir des lieux de brainstorming, c'est-à-dire où on refait le monde au sens propre, où on échange de façon, alors là, justement, pas académique, c'est-à-dire on part où on veut. Et c'est ça l'idée d'un campus un peu virtuel où, je ne sais pas, un jour il est 10h du soir, je suis chez moi, au lieu de regarder le dernier épisode de je ne sais pas quoi, j'y vais et je regarde qui est là. Alors si ça ne marche pas, il n'y aura personne et ce n'est pas grave, on retourne et on ira voir sa série. Mais si jamais on tombe sur 4-5 personnes, un créateur de jeux vidéo, de scientifiques, voilà, j'espère que ça peut donner des choses. Donc moi, c'est ça que j'ambitionne. Je ne sais pas du tout si ça peut marcher. Mais c'est ce que j'aimerais faire. Voilà. Alors, ça a toujours existé. Hein. Ça s'appelle des forums, ça a toujours existé. Mais je pense qu'on a des outils maintenant qui nous permettent de faire des choses sympas. Donc, voilà les deux extrêmes du spectre. La base étant cette forme d'annuaire. Ok, non, mais c'est bien. C'est excitant en tous les cas, tout ça. C'est passionnant. Très chouette. Voilà. Ok. Mais on va peut-être pas. Tiens, je vois que Hervé est là. Hervé, tu as en tant qu'observateur extérieur, exobiologiste, qui étudie les extraterrestres, mais qui n'a pas le droit d'en dire plus parce que, voilà, à cause du grand complot qui étouffe. Et dont nous faisons tous les deux partie, Hervé, donc on n'en discute que entre nous, mais sinon. Que penses-tu de ces échanges Est-ce que tu penses que vers où ça pourrait aller? Question difficile. Je te branche ton micro si tu veux. Pardon. Voilà, excusez-moi, je l'avais pas allumé. Donc, je n'ai pas pu assister à toute l'après-midi quasiment. Hein. Je suis arrivé vers 16h30. Donc, j'ai écouté ce matin. J'avais plein de questions, mais je n'ai pas trop osé forcément. Et puis, trouver le moment. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut tirer de ce type de discussion. Moi, ce qui me préoccupe à titre personnel, c'est vraiment le passage de la science à la science-fiction et ce qui est dans la tête des gens au final, ce qui peut se mélanger. Et un exemple dont j'ai déjà parlé avec Franck, c'est tout ce qui est autour des annonces. On a peut-être trouvé de la vie ailleurs. Peut-être la Vénus, j'imagine, vous en avez tous entendu parler dernièrement. Et le thème de la vie extraterrestre est central dans la science-fiction. Pas toujours, mais quand même, c'est central. C'est l'une des quêtes scientifiques majeures, je pense, de notre ère, de notre ou nos générations. Et au final, il y a une espèce de gloubi-boulga qui se fait dans la tête des gens sur l'idée que finalement, on aurait déjà détecté de la vie ailleurs, parce qu'on le voit, on le vit de manière dans la science-fiction, et ça, c'est tout à fait normal. Et moi, je suis un grand amateur de science-fiction. Nous, chercheurs, on a été infichus de trouver quoi que ce soit pour l'instant, mais on a des perspectives, et les gens ont l'idée que finalement, c'est déjà plié. C'est-à-dire que mes étudiants en première année, je leur fais un petit sondage en amphi, donc des étudiants en sciences en première année. Je leur dis, est-ce qu'on a déjà trouvé de la vie ailleurs que sur la Terre? Et un quart me dit oui. Et parfois, c'est un tiers quand je leur dis, il y a déjà eu de la vie sur Mars au passé, donc on aurait déjà des fossiles. Donc et je me pose beaucoup de questions sur cette filiation entre la science, la médiatisation de la science,
Et je pense que je pense là, il ne reste plus que surtout des auteurs. Voilà, comment est-ce que les auteurs s'approprient ça et comment au final ça se mélange dans la tête des gens. Et ça, voilà, ça fait partie de mes interrogations que j'essaye de, à titre personnel, je creuse. Et une des réflexions que je me fais dans les discussions d'aujourd'hui, c'est que il y avait un tropisme astro. Et moi, en tant que je suis chimiste, alors la science-fiction de la chimie, j'en ai pas vu beaucoup, mais autour de la bio, autour de l'informatique. Le berceau du chat du Kurt Vonnegut avec la glace neuf. Ah, alors ça, toi, tu sais, alors moi, sur un titre de science-fiction chimiste. Et je me demandais, enfin, sur des trucs que tout le monde connaît, par exemple Jurassic Park, c'est un genre de science-fiction, mais autour de la bio. Voilà, est-ce que c'est considéré comme de la est-ce que c'est considéré comme de la science-fiction? Mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on part d'une science et puis on l'extrapole pour en faire des histoires. Bien sûr, même alors dans les journées préparatoires, on avait clairement identifié, par exemple, le récit préhistorique comme un récit qui a les mêmes fonctionnements que d'autres récits. Frédéric, je crois que tu voulais intervenir. Non, justement, je voulais justement dire qu'on avait évoqué ça au début, oui. Voilà, lors du montage du oui. J'ai insisté sur le fait qu'il y a une surreprésentation de l'astro aujourd'hui que je ne tiens pas spécialement à faire persister plus loin. La science-fiction, actuellement, par exemple, alors c'est vrai que la science-fiction n'a pas de fonction, mais si elle pouvait en avoir une, ce serait quand même d'essayer d'imaginer la vie, comment la civilisation va s'adapter, va se transformer dans la grande crise climatique et environnementale qu'elle vit. C'est bien beau de donner l'alerte, elle l'a toujours fait, ça n'a jamais servi à rien, si ce n'est à éduquer certaines personnes. Mais par contre, moi je dis souvent que si une civilisation se relève de la crise actuelle, ce sera une civilisation utopique, si vous voulez, mais au sens pas utopique qui ne peut pas se réaliser, mais qui n'a pas d'autre choix que de se réaliser. La société qui survivra au réchauffement climatique, à la disparition de la biodiversité, à l'appauvrissement, à la surpopulation humaine, etc., c'est une autre société, où elle ne sera pas, ou alors c'est Mad Max. Mais donc il faut aussi, et ça c'est pas l'astro, et moi je sais que c'est peut-être pour ça aussi que je me tourne beaucoup vers la communication des sciences, au détriment forcément un peu de ma recherche, parce que parfois je trouve dérisoire aujourd'hui d'avoir un regard sur les exoplanètes. Donc je vois ce qui se passe. Alors on ne sait jamais d'où viennent les découvertes, etc. Ouais. Je ne veux pas dire par là qu'on va lâcher ça. Mais voilà. Dans la dystopie là finalement. On est dans la dystopie. Voilà. Maintenant la SF nous a présenté la dystopie. On est dans notre dystopie à nous. Comment on va en sortir, ça c'est absolument important et c'est un thème qu'on veut avoir, c'est-à-dire rêvons, mais rêvons sérieusement les futurs à venir. Donc, ouais, justement, là, en fait, tu abordais un thème qui nous intéresse, enfin, qui m'intéresse, mais qui intéresse d'autres. Hein. Toutes les projections du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'études des changements climatiques, a des projections pour à l'aube 2100 de quel va être notre environnement, notre planète maintenant dans 70 ans, dans 60 ans. Au vu alors il y a différents scénarios en fonction des choix politiques actuels. On sait très bien qu'on ne va pas forcément vers le plus économe, mais ces bribes d'environnement futur, finalement les contours sont déjà dessinés. Ils sont déjà dessinés de façon très scientifique de par ces scénarios développés par le GIEC, en tous les cas en termes d'environnement. Et du coup, ça ouvre les perspectives de au moins de peut-être 2-3 mondes différents. Mais c'est du concret, hein. Enfin, je veux dire, c'est du concret. Non, mais tout à fait. Des projections de modèles. Ce dont je parlais, c'est plus comment la société va s'organiser face à ça. Parce que dans son mode actuel,
j'irais presque dire que c'est quasiment un fait scientifique, que dans son mode actuel, justement, elle est dans cette trajectoire où ce mode actuel se détruit lui-même. Donc, c'est là où il faut rêver un peu et il faut imaginer et que les auteurs peuvent aider parce que là, on n'est pas armé. On n'est pas armé. La science donne les conditions limites, comme tu le dis. Si on fait ci, on va vers ça. Si on fait ça, on va vers ça. Voilà. Mais en termes de si on fait ci, ce n'est pas en termes de changement de conscience. C'est en termes de si on arrive à baisser nos émissions de dioxyde de carbone, de méthane, de temps. Il y a des choses beaucoup plus dures à prédire, comme qu'est-ce qui va se passer avec l'effondrement de la biodiversité. Exactement. C'est pris en compte quand même. Il y a certains. C'est pris en compte, bien sûr. Mais nous, qu'est-ce qu'on en fait? Pas le GIEC, mais. Voilà, quand on sait bien que, hélas, la société, les gens, nous, on a du mal à intégrer complètement une projection qui est au-delà de quelques années. Tant qu'on n'a pas les pieds dans l'eau ou trop chaud ou qu'on est dans la pandémie. On a du mal à, surtout dans une phase de discours où on voudrait tout mettre au même plan, le discours scientifique, les théories fumeuses. Donc ça devient compliqué. Et là, c'est important ce que disait Hervé, dans le sens où il ne faut pas qu'on participe à ce fouillis entre la fiction et la science. Mais au contraire, il faut aider à le clarifier. Et moi, je sais qu'un de mes credos en termes dans ce que je fais dans la vulgarisation, c'est que grosso modo, pour moi, je distingue la science en 3 catégories. Il y a le corpus des savoirs stabilisés, des théories stabilisées, qui ne sont pas des vérités, mais qui ont un pouvoir prédictif fabuleux et qui permettent de faire des technologies, qui nous permettent d'avoir des téléphones portables, d'envoyer des gens dans l'espace, etc. Il y a l'inconnu, c'est-à-dire les choses qu'on ne comprend pas, le surnaturel. Aujourd'hui, pour nous, les astrophysiciens, par exemple, c'est la rotation des galaxies qui nous impose à invoquer des choses comme la matière noire, des choses comme ça. Mais il y a des inconnus dans les sciences cognitives, il y a des inconnus dans biologie, il y a énormément d'inconnus. Et nous, je dirais, on a cette chance de jouir de ce mystère de l'inconnu parce qu'on a le bagage pour l'appréhender. Et entre les deux, il y a la recherche, c'est-à-dire ceux qui s'installent sur ce corpus solide pour essayer de faire des hypothèses sur l'inconnu et essayer de le décrypter et en le décryptant petit à petit. Le grand public, la science, elle est allée tellement loin dans cette exploration que le grand public, il n'a pas les outils pour goûter le mystère que l'on peut goûter quand on est astrophysicien, neuroscientifique, qu'on travaille sur l'intelligence artificielle, etc. Et un de notre travail, je pense, c'est de faire, de ne pas que parler de ce qu'on sait, mais de parler aussi de ce qu'on ne sait pas et d'essayer de communiquer cette part de mystère dont nous, on est satisfait, mais tout le monde a besoin de ça et si on ne leur donne pas, ils vont aller le chercher ailleurs. Alors, s'ils vont le chercher dans de la bonne SF, bonne, ça ne veut rien dire, mais dans de la SF qui les aide à appréhender ces choses-là, c'est super. Mais c'est aussi le travail de la vulgarisation scientifique. On oublie souvent de parler de ce qu'on ne connaît pas et d'essayer de faire goûter un peu de ce mystère et peut-être d'empêcher les gens d'aller voir ailleurs quelque chose qui est omniprésent, qui est le surnaturel au sens de qui n'est pas encore maîtrisé, expliqué, compris. Mais il y a cet enjeu qui, effectivement, si on veut mêler fiction et science, de ne pas participer à ce fouillis actuel qui met tout au même plan. Et ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, Hervé, mais il faut vraiment être vigilant là-dessus et toujours se poser cette question-là. Ah oui, je n'ai pas de réponse. Je suis loin d'en avoir. Mais il y a effectivement cette espèce d'entre-deux. Oui, c'est sûr, quand on lit un livre de science-fiction, on est dans un cadre où on sait qu'on est dans le domaine de l'imaginaire avec plus ou moins de fils solides qui tendent la trame. Quand on est au lycée, à préparer le bac, on apprend de la science qui est dans le corpus de choses stabilisées et entre les deux, il y a ce qui circule dans les médias avec des titres accrocheurs, ce qu'on voit dans les groupes Facebook et dans les et sur
voilà, tout le maelstrom d'informations qui s'échangent et je pense beaucoup de monde a du mal à se situer. Alors, un bon exercice, je pense, c'est justement J'ai vu récemment, pour commenter le film Hold Up, on voyait sur les réseaux sociaux un film qui avait été fait par une classe de lycée pour faire vraiment un film de ce genre, c'est-à-dire un film qui essaie de démontrer une thèse. Et eux, ils avaient pris comme thèse un truc sur les chats, je ne sais plus quoi, les chats qui complotent sur Terre pour faire je ne sais pas quoi, qui viennent de l'espace et qui fomentent un mauvais coup. C'était construit exactement comme ça et c'était assez génial. Et bien sûr, là, vu le propos, il n'y a pas de doute que c'était quelque chose d'irréaliste. Et du coup, les jeunes à qui on fait faire ça, forcément, ils voient après les mécanismes de ce type de film. Moi, je sais que je participe avec un collège à la rédaction, avec une prof de français et une prof de physique, à la rédaction de petites nouvelles de science-fiction autour des exoplanètes, où justement, ils doivent bien faire la part de ce qui est factuel, de ce qui fait partie des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas, et sur lesquelles ils peuvent s'autoriser à imaginer jusqu'à ce que la science les rattrape et leur dise non, c'est pas comme ça. Donc, je pense que un des aspects pour faire ça, c'est comme quand on parlait de l'immersion, c'est de faire pratiquer, c'est de faire manipuler la méthode autant qu'on peut. Alors ça, c'est un autre aspect qui n'est peut-être pas l'aspect premier de formation des jeunes, mais en tout cas, disons que quand on veut faire goûter à la science-fiction à travers un discours scientifique ou vice-versa, il y a cette question-là, oui, de qu'est-ce qu'on laisse. Mais la nuit tombe, peut-être pas chez vous tous, parce que JC, par exemple, tu es un peu plus à l'est, donc toi, elle a dû tomber déjà, non ?